qui nous suit maintenant alors qu'il est 20h58 et que je remercie d'ailleurs au passage, est entré dans la salle du Conseil et que tous les conseillers communaux sont bien assis à leur place. J'aimerais commencer donc cette séance comme promis par un éloge, plus exactement, je vais dire un hommage à monsieur le conseiller de l'action sociale Élie Balkan, décédé récemment, et la famille socialiste avait souhaité que nous le mettions également, entre guillemets, à l'honneur. Chers collègues, un ancien serviteur de notre ville nous a quittés en septembre dernier. Bien que domicilié à Erzo au moment de son décès, M. Élie Balkan avait habité notre entité durant plusieurs années. Il fut candidat sous la bannière socialiste aux élections communales de 1994 et désigné en tant que conseiller de l'action sociale d'avril 1995 à 2001, début de l'année 2001. Monsieur Balkan siégea au sein du comité spécial du service social, du comité spécial de gestion des foyers d'accueil et du comité spécial du troisième âge. Cheminot dans sa vie professionnelle, il était également actif dans un syndicat. Il laisse l'image d'une personne affable et investie dans ses missions publiques. La ville de Tournai et notre conseil communal présentent à sa famille et à ses proches ses plus sincères condoléances. Je vous demande une minute de silence. Je vous remercie. Alors, notre ordre du jour appelle en point 1. Qui? Ah pardon, excusez-moi. Monsieur Delannoy. Non, merci Madame la Bourgmestre d'avoir effectivement fait cet hommage à Élie. Et effectivement, je pense que ce serait intéressant de le faire systématiquement quand on a connaissance. C'est pas toujours facile parce qu'effectivement, ce sont des élus qu'on considère parfois comme des élus au second degré. Et donc, on ne les voit pas systématiquement, ils ne sont pas vraiment dans la lumière. Et donc là, je pense qu'il faut réellement avoir un contact peut-être avec les différents DG ou en tout cas toute une série de personnes qui sont parfois les mémoires des CPS, parce que je pense que les uns et les autres ne savent pas nécessairement toujours qui a participé pour qu'on puisse peut-être continuer ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Et je vous remercie en tout cas pour les propos que vous avez tenus vis-à-vis d'Élie. La famille socialiste, bien évidemment, s'associe au... Et Élie avait aussi une particularité, c'est qu'il était vraiment très très proche de tout ce qui était politique de la personne âgée. Je vous remercie en tout cas de l'avoir fait. Je vous en prie. Donc, en point 1, le conseil communal prend connaissance du document du procès-verbal du conseil conjoint... Ah pardon, je me trompe. Ça fait la deuxième fois aujourd'hui. En point 1, le conseil communal prend connaissance du procès-verbal de la séance publique du 3 novembre 2025, qui, sans observation, sera considéré comme adopté en fin de séance publique. Ensuite, nous avons évoqué donc à la fin des points qui figurent à l'agenda. Il s'agit d'une question de monsieur le conseiller communal Philippe Bague relative à l'avenir du château de Templeuve et d'une question de madame la conseillère communale Blandine Motte relative aux conséquences locales de la suppression de la gratuité dans l'enseignement artistique. J'aborde ensuite le point 3 qui concerne un point de roulage. Il s'agit donc de la création d'un emplacement de stationnement pour personnes handicapées à la rue Docteur Jean Vlamink, numéro 11. Oui. Je voudrais vous demander, Madame la Bourgmestre, qu'est-ce que vous feriez si ce soir on ne votait pas ce point au Conseil communal, si vous n'aviez pas la majorité que pour le faire? Dites-moi, je n'ai pas fait attention. Pardon? Pourquoi? Parce qu'en fait, si jamais ce point était refusé, vous devriez dès demain envoyer l'ensemble des ouvriers, retirer le marquage au sol parce qu'il est déjà fait,
et retirer le panneau de la personne handicapée parce qu'il est déjà fait. Et donc, je voudrais simplement savoir s'il y a une nouvelle procédure qui est faite, à savoir qu'on passe... Sûrement pas, mais vous m'apprenez quelque chose. Je ne m'en doute pas. Et ça fait plus ou moins un mois qu'il est fait. Et donc, très honnêtement, je sais comment ça fonctionne, et tant mieux pour la personne en question. Hein, bon, elle a déjà son emplacement, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un nouveau critère. Il faut passer dans votre bureau pour que ça aille plus vite, ou alors c'est... Ah non, monsieur... ça je peux vous assurer. Écoutez, je peux vous assurer. Non, que dans ce genre de dossier, il y a parfois des gens qui attendaient un an avant que ça n'arrive. Parce que entre le moment où ça passe, que la tutelle revient, qu'à un moment donné, ça passe logique. ici. C'est logique, il y a tout un parcours qui est beaucoup trop long. Nous l'avons déjà dit, vous et moi, antérieurement. Donc, ça prend souvent 6 mois, si pas plus. Et donc ici, la rapidité est exceptionnelle. Exceptionnelle. Mais illégale. Ah, en tout cas, il n'y avait pas de décision du Conseil validée par la tutelle, etc. On est bien d'accord. Merci. Merci également du renseignement. Alors, point 4, il s'agit d'une suppression d'emplacement de stationnement pour personnes handicapées, rue des Abliots, 37 à Vaud. On l'a déjà supprimé? C'était un complément par rapport à l'autre dossier, et je m'adresse effectivement les joints des travaux. Nous sommes dans le quartier du Maroc. Il y avait eu une intervention citoyenne qui avait été faite la fois dernière par rapport à un sens interdit. Les joints des travaux avaient dit qu'il allait sur place. Il a été sur place. Je le remercie. Je te remercie, Vincent. Par contre, le citoyen en tant que tel n'a pas eu de retour de cette visite sur place. Oui. J'attends toujours le. Pourtant, au Maroc, ça va parfois. J'attends toujours le commissaire sur place. Et c'est pas faute de l'avoir relancé. Je l'ai relancé plusieurs fois. Et malheureusement, je n'ai toujours pas de visite sur place. Je suis désolé, mais et j'ai déjà. D'ailleurs, il est là dans la salle. Il le sait très bien. Ouais, j'ai un lobby qui est là, c'est pour ça que je pose la question. Non, c'est pour rire. C'est pour dire qu'il est soutenu par un lobby qui est présent. Alors, donc, dans le cas du point 4, la bénéficiaire avait déménagé, et dans le cas du point 5, malheureusement, c'est un décès, et donc, consécutivement à ce décès, il y a suppression d'un emplacement de stationnement pour personnes handicapées à Rumilly, chaussée de Frane 141. Pas de problème, tout le monde est d'accord. Je continue. Police de roulage, point 6. Voilà. Alors, la demande donc consiste en relève un problème de stationnement gênant à proximité de garages situés du côté pair de la rue Jean Cousin. La visibilité étant réduite pour les manœuvres de sortie des garages. Conformément à la procédure d'approbation d'un règlement complémentaire de circulation, l'avis technique d'un agent compétent a été sollicité. Et le pouvoir réglementaire qui appartient au conseil communal lui permet donc d'accepter ou de refuser ce qui est proposé, à savoir modifier le règlement complémentaire communal sur la police de roulage en abrogeant l'interdiction de stationnement existante et en délimitant une bande de stationnement de 2 mètres au moins de largeur sur la chaussée parallèlement au trottoir du côté impair cette fois-ci de la rue Jean Cousin entre le 47 et la chaussée de Wilmot à Tournai. Qui souhaite intervenir ? Si personne ne souhaite intervenir, j'en déduis. Ah, Monsieur Dinoir. Simplement une demande, c'est une demande des riverains? Oui.
En effet. Ça veut dire que quand des riverains ont le même problème, ils peuvent envoyer chez vous leur demande. Parce que je connais d'autres rues qui ont le même problème où des immeubles ont été faits et l'entrée de parking est très problématique. Et voilà, ça veut dire s'il y a une procédure bien spécifique à faire, on aimerait bien... En général, ça vient par les agents de quartier, ce genre de demande. D'accord. Ouais, ok. Mais ça peut venir aussi à l'hôtel de ville. De toute façon, il y a une enquête technique qui est faite et qui nous permet d'évaluer le bien fondé de la demande. D'accord. Je vous remercie. Alors, point suivant. Tournée d'hiver, village de Noël, règlement de police relatif au gardiennage sur la voie publique. Comme vous le savez, le village de Noël se déroulera du 5 décembre 2025 au 1er janvier 2026 sur la Grande Place, l'inauguration étant fixée le 5 décembre, me semble-t-il. L'organisateur a décidé de recourir, c'est la ville, a décidé de recourir au service d'une société de gardiennage en vue d'assurer la surveillance de l'événement, surveillance des biens et du public. Le conseil communal est invité à approuver les termes du règlement de police relatif au gardiennage sur la voie publique durant le village de Noël. Qui souhaite intervenir? Si personne ne souhaite intervenir, je considère que le point est approuvé à l'unanimité et vous êtes tous évidemment les bienvenus pour l'inauguration et aussi pour les jours qui suivent dans le village de Noël version 2025. Encore le village de Noël, point 8, convention de mise à disposition des chalets. Lors des festivités de fin d'année, les chalets seront mis à disposition des exposants. Cette année, il y en avait 16 l'année passée, il y en aura 20. Donc on élargit la possibilité pour les commerçants de Tournai de prendre un chalet en location. Vous avez vu donc la redevance qui est fixée, toute taxe comprise, pour l'occupation d'un chalet, ainsi que la garantie qui est demandée et la durée qui est prévue du 3 décembre pour le montage, évidemment, au 3 janvier pour le démontage. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Simplement pour vous demander, étant donné que vous avez élargi une semaine supplémentaire, je pense, est-ce que ça a été fait en concertation avec les commerçants de la Grande Place? Je vais donner la parole à Madame Ladavid. Donc, on a fait une réunion de concertation, enfin, en tout cas de présentation avec l'ORECA qui était présent l'année dernière pour expliquer la volonté de faire une semaine en plus. La semaine en plus n'était pas une demande de l'ORECA qui était là l'année passée, mais par contre, c'est une demande très pressante des autres commerçants de la ville, parce que commencer les fêtes de fin d'année mi-décembre, ça n'a pas beaucoup de répercussions pour eux au niveau du commerce et pour que les Tournaisiens ou autres fassent leurs courses de Noël dans les commerces locaux. Et donc l'idée, c'est bien de commencer début décembre pour qu'un maximum de personnes viennent découvrir nos beaux commerces au centre-ville. Alors, tout le monde est d'accord? Très bien, ce point est approuvé. Point 9, programme de coopération internationale communale. Donc, dans le cadre de ce programme piloté par l'Union des villes et communes de Wallonie, la ville de Tournai est partenaire de la commune béninoise de Covey, vous le savez. Et pour pouvoir intégrer mieux la problématique des difficultés financières récurrentes qui affectent la bonne exécution des activités menées par les partenaires dans le cadre des partenariats entre les communes béninoises et leurs communes partenaires au sein de ce plan, l'Union des villes propose un avenant à la convention de partenariat. Cet avenant a été accepté par la commune partenaire de Covey. Il revient maintenant à la ville de Tournai de se positionner par rapport à celui-ci. Qui souhaite intervenir? Si personne ne souhaite intervenir, je considère que le point est accepté à l'unanimité. Ensuite, les points 10 et 11 concernent le complexe sportif de Caen et sa rénovation énergétique pour le gros œuvre et les parachèvements.
Ce sont donc c'est l'approbation des avenants 8 et 9 et leur règlement sur base de l'article L 1311-5 du Code de la démocratie locale qui permet donc de régler des dépenses urgentes. Qui souhaite intervenir? Si personne ne souhaite intervenir, ces points sont... Pardon. Monsieur Van de Gins. J'ai une question sur la durée des travaux de la piscine de Caen. Parce que bon, il y a beaucoup de clubs qui vont maintenant à la piscine, à la grande piscine, je vais dire ça comme ça. Et donc, ils sont un peu inquiets, je dirais, de l'échéance du chantier, puisque si j'ai bien compris, il y avait peut-être un mur qui s'est effondré et qui... Non ? Je voudrais bien avoir des précisions. Je vais donner la parole, Donc, je donne la parole à Monsieur Léchevin. Alors, il n'y a pas de mur qui s'est effondré, c'est juste, pour ceux qui connaissent donc la piscine de Caen, c'était le mur en moellon en pierre donc qui était tout au bout de la piscine où il y avait les fameux canards de Dubrinfo. Ce mur, donc, il y avait la partie extérieure qui devait être abattue et on gardait la partie intérieure. Lorsqu'on a commencé les travaux de démolition de la partie de la paroi, donc c'est un double mur de la paroi extérieure, on s'est rendu compte que les deux murs, en tout cas les ancrages, étaient complètement oxydés et que les refends qui devaient tenir ces murs n'avaient pas été réalisés à l'époque, dans les années 70, de meilleure manière. Et donc, on a eu donc un souci au niveau stabilité. C'était que le mur intérieur, si on enlevait la paroi extérieure, il y avait un problème de stabilité. Et là, c'est vrai qu'on aurait pu avoir, je pense, le mur qui tombait dans la partie intérieure de la piscine. Donc, avec notre assistance à maîtrise d'ouvrage, on a décidé, la solution, selon moi, la moins coûteuse, était d'enlever ces deux murs et de le reconstruire via un mur et une enveloppe isolante à l'extérieur. D'accord. La fin du chantier est prévue pour ? Alors, pour cet avenant, on a perdu l'équivalent de 18 jours calendrier. Comme c'était prévu, on avait dit début d'année, il faut compter, donc pour le printemps 2027, les travaux seront terminés. 26. 26, pardon. J'ai eu peur. Non. Et les clubs sont bien conscients de la situation. Pour l'instant, à Lorient, il y a une rotation qui se fait. Et bien sûr, on sait que ceux qui étaient avant à Caen ont dû maintenant venir à Lorient. Et ceux-ci retourneront donc à Caen au printemps prochain. Ok, merci. Alors, nous avons ensuite les points 12 à 16 qui concernent des modifications budgétaires de différentes fabriques d'églises. Le point 12, fabrique d'église de Saint-Pia, modification budgétaire première et dernière de l'année 2025. Fabrique d'église Saint-Hilaire à Timouji, première modification budgétaire et dernière de 2025. Fabrique d'église Saint-Amand à Allain, première et dernière modification, approbation après réformation, puisque nous avons réformé cette modification budgétaire, ce qui n'est pas le cas des deux précédentes. Fabrique d'église Saint-Éleutaire à Blandin et Saint-Éloi-Croyenne, elles sont à leur deuxième modification budgétaire de 2025. Et celle de Saint-Éloi-Froyenne est proposée à votre approbation après réformation, ce qui n'est pas le cas de celle de Saint-Éleutaire à Blandin. Qui souhaite intervenir? Si personne ne souhaite intervenir, qui vote pour? Oui. Qui vote contre? Qui s'abstient? Voilà, tout le monde, sauf 2 abstentions. Ensuite, nous arrivons au point qui concerne les assemblées générales et l'ordre du jour de ces assemblées générales des intercommunales. Donc tout d'abord, le point 17, intercommunale de gestion et de réalisation d'études techniques et économiques YTEC, assemblée générale du 11 décembre 2025, ordre du jour. Qui souhaite intervenir? Si personne ne souhaite intervenir, puis-je considérer que l'ordre du jour est approuvé à l'unanimité? Comment? D'accord, abstention du PTB. Point 18, opérateur des réseaux de gaz et d'électricité, ORES Assets, assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 11 décembre 2025,
Ordre du jour, même vote. D'accord. Intercommunal de financement dans le domaine de l'énergie Sénéo, Assemblée générale du 12 décembre 2025, ordre du jour, même vote. OK. Intercommunal médico-social de Wallonie-Picarde, IMSTAM, Assemblée générale du 16 décembre 2025, ordre du jour, même vote. OK. Agence de développement territorial IDETA, Assemblée générale du 18 décembre 2025, ordre du jour. J'ai une demande de prise de parole. Oui, merci Madame la bourgmestre. Bon, à cette Assemblée générale, on va sera présenté le plan stratégique 2026-2031 et nous souhaiterions pouvoir inviter ici au Conseil la direction opérationnelle d'IDETA pour qu'on puisse débattre de ce plan stratégique parce que voilà, dans ce plan, il y a quand même des remises en question de choix qui avaient été préalablement faits. Je pense notamment à des orientations qui ont été prises suite aux recommandations du groupe de travail lutter contre les inondations, hein, qui a été donc développé ici en Wallonie-Picarde suite aux inondations de 2021, et dont IDETA d'ailleurs était un des acteurs. Et bon, dans ces recommandations, il y avait notamment la prise en main et l'application ici sur notre territoire du principe de diminuer l'artificialisation des sols, hein, moins 50% par an jusqu'en 2030, pour tendre ensuite vers le zéro artificialisation en 2050. Et ici, ce point de vue est quand même remis en question quand on voit le plan stratégique et notamment la volonté d'augmenter de 30% les surfaces dédiées à l'activité industrielle en étendant notamment les parcs, les zonings existants. Donc je pense que c'est un choix politique qui doit pouvoir faire débat et les orientations. Notre agence d'intercommunal est un outil qui met en place les orientations économiques, de développement économique, mais la stratégie, c'est un choix politique et je pense que ça doit pouvoir faire débat dans notre Assemblée. Je suis tout à fait d'accord avec vous et l'intercommunale elle-même se propose de faire le tour des conseils communaux qu'il souhaite. Dès lors, je vous propose de les inviter, non pas le 15 décembre parce que là on va être un peu occupé à autre chose, mais en janvier ou en février. Probablement en février. Hein, voilà. Alors, je vais donner la parole à Monsieur Huard. Oui, merci. Voilà, concernant IDETA, donc il y a le point effectivement sur le plan stratégique qui est quelque chose d'important. Et donc dans le cadre de la présentation du plan stratégique, on avait appris que la piste du développement envisagée pour notre territoire en Wallonie-Picarde serait l'implantation potentielle d'une centrale nucléaire de type SMR. Vous avez d'ailleurs pris la parole à nos télés à ce sujet. Cela, évidemment, pour répondre aux défis énergétiques qui nous attendent, notamment les besoins grandissants en termes de consommation d'électricité. Lors de mon intervention au comité d'énergie à IDETA, vous aviez d'ailleurs indiqué, peut-être ironiquement, que le collège communal de Tournai avait déjà été informé par vos soins de cette réflexion en cours. Dès lors, j'ai quelques questions. Pouvez-vous nous préciser quelles informations le collège communal aurait déjà reçues à ce sujet ? La position de la ville de Tournai, qu'est-ce qu'elle entend défendre face à ce type de projet qui soulève des questions majeures en termes de sécurité, d'aménagement du territoire, de transition énergétique et évidemment d'adhésion citoyenne. Enfin, comment et à quel moment la population et le conseil communal seront-ils informés et associés à la réflexion sur un projet aussi structurant pour l'avenir de notre région ? Nous estimons au sein de notre groupe essentiel que ce débat soit mené de manière transparente et démocratique, compte tenu des enjeux pour notre territoire. Merci. Monsieur Huard, vous êtes d'une candeur délicieuse. Donc d'abord, et en plus d'une constance irréprochable. Donc vous m'avez fait exactement le même laïus à l'organe d'administration et au bureau exécutif qui précède l'organe d'administration, dont vous êtes partie prenante. Je vais donc répondre ici aussi la même chose. Donc pour vous, ça ne changera rien, mais pour les autres, ça changera peut-être grâce à vous. Alors, d'abord, il faut bien regarder ce qui est indiqué dans le plan stratégique 2026-2028, c'est étudier la possibilité de l'installation sur le territoire, c'est loin de l'installation directe, hein, donc voilà,
Étudier la possibilité de l'installation sur le territoire d'une structure de production d'électricité de capacité moyenne, c'est-à-dire 400 MW, sans qu'il y ait d'indication que ce soit une production d'électricité de toute façon thermique, mais au gaz ou au charbon, ou éventuellement une SMR. Alors, pour aujourd'hui, les Small Modular Reactors, ce sont des engins qui n'existent nulle part dans le monde. Il n'y a pas de magasin pour acheter un SMR et il n'y en aura pas avant un certain temps. Et donc, évidemment, quelle que soit l'orientation qui sera prise, en accord avec le gouvernement régional et le gouvernement fédéral, et surtout, évidemment, puisqu'il s'agit de l'installer sur un territoire, il y a des règles de permitting qui, évidemment, sont des règles de transparence et d'encadrement légal. Et donc, bien entendu, il est hors de question, pour quoi que ce soit, d'installer, il le sait bien, quoi que ce soit sur le territoire sans autorisation préalable et sans débat préalablement à l'autorisation, sur la demande d'autorisation. Donc voilà. Donc, soyez tout à fait rassurés, en cette fin d'année, vous passerez de bonnes fêtes, et probablement que dans 15 ans, je vous le souhaite, vous serez encore membre de ce conseil communal, et que soit il y aura un petit réacteur nucléaire, soit il y aura un droit de tirage avec un site nucléaire outre nos frontières, soit il y aura une centrale à gaz, soit il n'y aura rien du tout. Mais la vérité, c'est que là où vous avez raison, et c'est fort important quand même de le signaler, et M. Agache, ce sera intéressant de poser également la question aussi par rapport à l'approvisionnement électrique de notre territoire, c'est que aide-toi et le ciel t'aidera, et donc à partir du moment où débat sur les zonings, extension de ceci et ainsi de suite, à partir du moment où on équipe des zonings, où on est en situation de devoir le faire, pour autant qu'on ait, après débat, décidé de l'ampleur de ceci, il faut les alimenter en énergie. Or, nous arrivons malheureusement au bout du bout, et une des raisons pour lesquelles l'appétence des entreprises sur notre territoire est moindre, ou pourrait l'être, ce sont les difficultés d'approvisionnement en énergie, qui sont notamment liées au dossier de la boucle du Hainaut. Voilà. Alors, c'est un vaste sujet, d'ailleurs. J'ai l'occasion de vous faire voir le panel des choses que je peux répondre en ces matières à 2 reprises chez IDETA, donc vous avez entendu plein de choses, que je reproduirai bien volontiers lorsqu'IDETA viendra, c'est pas le lieu. Et concernant le collège, oui, j'ai dit ironiquement un jour que, comme l'ESCO était une source de refroidissement, ce serait un projet parmi d'autres, mais très ironiquement, comme je peux le faire. Donc, vous voyez, quand je ne savais pas encore ni marcher ni parler, on disait déjà que j'étais filous. Matitine et filous. Et donc voilà. Donc, avec ce petit côté filou dans l'œil, c'est ce que j'ai dit, effectivement, à mes collègues, peut-être pas tous, ils n'ont peut-être pas capté, ils se sont dit, bah, qu'est-ce qu'elle raconte, elle fait une blague comme d'habitude, enfin bon, vous voyez, un peu le genre. Donc, il n'y a rien de concret au niveau du collège. Donc, non seulement vous pouvez déjà dormir avec ce que j'ai dit avant sur vos 2 oreilles, mais alors ici, vous pouvez dormir sur les 2 oreilles je ne sais pas, de votre partenaire de vie. Donc, dormez ensemble sur vos 4 oreilles, il n'y a aucun problème, tout ira bien. C'est vrai, mais il y a un poste Elia pas loin. Voilà. La boucle du Hainaut. Oui, monsieur. Oui, juste en réplique. Merci pour les compliments liés à ma candeur, mais je préfère le terme filou, donc on va se retrouver, ça va matcher. Filou, c'est pas mal. Vous êtes un petit filou aussi. C'était pour la boutade. Mais attention. Juste revenir sur le point quand même, qui est quand même un point majeur, central pour l'avenir et le développement de notre région. C'est clair qu'il faudra trouver d'autres sources, en tout cas d'énergie, qui puissent perdurer. On sait que le fédéral ouvre la porte à ce type d'énergie.
au SMR en particulier, donc à ces petits réacteurs nucléaires. Et donc, vous avez quand même abondé dans ce sens au conseil d'administration en disant que vous étiez intéressé. Et je pense qu'il ne faut pas non plus le cacher, il ne faut pas tout tourner en boutade non plus. Vous avez dit que vous étiez intéressé par la Mais par il la faut démarche. commencer tôt, hein. Oui, mais donc... Comprenez? Tout à fait, tout à fait. Et donc voilà, la question, elle était celle-ci. Quand on est dans les conseils d'administration, les gens, le public n'a pas toujours l'information. C'est vrai. Et donc, je vais dire naïvement, j'ai voulu ici qu'on puisse en discuter. Je pense que c'est important, en tout cas en termes de transparence, que l'on puisse s'approprier cette matière et qu'on puisse continuer, en tout cas, à la débattre. Je pense que c'est important, je l'ai dit pour notre région, mais aussi pour l'avenir de nos concitoyennes et concitoyens. Merci. Merci, monsieur. Alors, je vais donner la parole à monsieur Robert. Oui, donc deux choses, c'est que d'abord, même si c'est dans un futur éloigné, on doit toujours prendre en compte quand même que après nous, c'est pas les mouches, mais il y a aussi nos enfants, petits-enfants et Évidemment. petits-enfants. Et donc, quand on prend des décisions qu'on risque de devoir prendre dans les mois ou années qui viennent, c'est aussi pour un avenir qui sera donc important et imposant. Mais la deuxième question que j'ai pour vous, est-il vrai que vous avez déjà des contacts avec les responsables d'ORES par rapport à ce projet? Pas du tout. ORES n'est nullement concerné parce que ce type d'infrastructure est relié au GRT qui est Elia. D'accord, avec Elia. Donc ça n'a strictement rien à voir. D'accord. Merci. Et je n'ai pas de contact avec Elia sur ce sujet. Voilà. Alors, pardon. Voilà. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, et que l'urgence, c'est la boucle du Hainaut, hein. L'objectif principal de la boucle du Hainaut, c'est aussi d'assurer l'avenir énergétique du Hainaut et des entreprises du Hainaut. Donc moi, j'invite le ministre Desken à mettre le turbo pour faire avancer ce dossier. Et ça, c'est autre chose. Très bien. Alors, maintenant, nous allons passer au vote. Et je sais que traditionnellement, au MR, j'ai des votes différenciés. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Voilà. Alors, dossier suivant. Pardon. IPAL. Intercommunal de gestion de l'environnement. IPAL, Assemblée générale du 18 décembre 2025. Ordre du jour, approbation. Qui est pour? Ah, pardon. Oui. Monsieur Delannoy, pardon. Oui. Merci, Madame la bourgmestre. Actuellement, quand quelqu'un prend la parole dans les conseils communaux par rapport au plan stratégique d'IPAL, c'est en grande majorité pour hurler avec les loups. Je vais peut-être vous étonner, mais je ne vais pas hurler avec les loups, mais leur rappeler quand même que leur attitude est soit démagogique ou soit fait preuve d'une méconnaissance totale du dossier. Les deux sont dangereux, les deux sont très graves parce que la démagogie en politique n'enfante souvent que des régimes autoritaires. Vous avez dit la dernière fois que vous aimez bien mes différentes lectures. Je vous propose peut-être, mais pas à vous, mais peut-être à ces différents loups, de la tyrannie, 20 leçons du XXe siècle par Timothy Snyder, c'est véritablement très intéressant. Ou soit par méconnaissance du dossier, mais là alors, je citerai plutôt Brel, la bêtise, c'est de la paresse. C'est une forme de graisse autour du cœur qui arrive à être une graisse autour du cerveau. Pourquoi je parle ici de paresse? Parce que toutes les personnes qui se sont exprimées dans différents conseils communaux n'ont pas pris la peine, me semble-t-il, de se renseigner. Vous parlez d'un dossier en particulier, je suppose. Excusez-moi? Vous parlez d'un dossier en particulier. Oui, là, j'y arrive. Oui, parce qu'on se demande de quel dossier on parle. Enfin, vous avez lu la presse quand même. Oui, bien sûr, mais ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent, Ne vous inquiétez pas, j'y arrive. pas nécessairement lu Donc, la presse. IPAL a invité bien évidemment les uns et les autres à venir se renseigner. D'aucuns l'ont fait, d'autres n'en ont pas fait. Et donc, si on parle bien évidemment des hausses des taxes en matière de déchets, le responsable, je suis désolé, ce n'est pas IPAL. Le responsable, c'est bien le coût vérité. Or, le coût vérité vient de où? Il vient d'un décret
S'il vient d'un décret, c'est parce que les politiques l'ont voté. Et donc, ces mêmes loups qui hurlent un peu partout, ben, je suis désolé, pour l'instant, ils sont tout simplement en train de cracher en l'air ou éventuellement, je pourrais peut-être leur acheter un miroir. Je suis désolé, ce qui se passe actuellement dans toute une série de conseils communaux n'est pas digne, me semble-t-il, de femmes et d'hommes politiques responsables. Par contre, je voudrais aussi vous interroger sur autre chose qui est dans le plan stratégique. Et donc, nous allons voter, bien évidemment, ce soir, mais ce ne sera pas un blanc-seing. Pourquoi? Parce que dans ce plan stratégique, il y a un très, très gros dossier qui concerne les éoliennes à Vezon et à Bari. Dès que j'en ai eu connaissance, j'ai signalé à IPAL qu'une intercommunale ne pouvait pas, me semble-t-il, imposer un projet aussi important sans l'aval de la commune concernée. Évidemment. C'est donc la raison pour laquelle le bureau d'IPAL a voulu rencontrer le collège pour connaître son avis. Vous étiez présent, Madame la bourgmestre, pour la famille libérale. Personne politique au niveau des engagés, si ce n'est le chef de cabinet des engagés. Par contre, il n'y avait personne d'écolo lors de cette réunion. Ça se passait de mémoire en juillet. Depuis, chaque fois, et je peux comprendre que politiquement, vous ne fassiez pas le débat devant moi, c'est tout à fait logique, mais d'autres tentatives ont été réalisées sans nécessairement avoir un résultat. Cela signifie que l'intercommunal dépose donc un plan stratégique avec un important dossier sur Tournai, mais sans qu'on sache ce que ses représentants souhaitent vraiment. Ce n'est pas, à mon avis, la meilleure façon d'agir. Pour rappel, la majorité a suivi la commune d'Étainpuy en justice pour qu'elle n'ait pas d'éoliennes sur son territoire. Et donc, c'est aussi un peu logique que l'intercommunal se pose des questions en disant, mais est-ce que, oui ou non, on a le collège derrière soi? La temporalité n'est pas la même. Hein. Ici, vous parlez du mois de juillet. Donc, on était dans les limbes. Alors qu'ici, Étainpuy, ça vient d'arriver il y a 1 mois et demi, oui, 2 mois. Ce que je veux dire, c'est que si le IPAL reçoit une injonction, entre guillemets, de la part du collège de Tournai en tout disant, écoutez, ce dossier-là, ça nous intéresse, ce dossier-là, ça ne nous intéresse pas. Il est relativement logique que l'intercommunal va agir en conséquence. Or, cette ligne directrice, depuis que IPAL vous l'a demandé, me semble-t-il, ils n'ont jamais eu de réponse. Et donc, ici, ça se retrouve in extenso dans le plan stratégique, mais, encore une fois, nous ne savons pas où nous allons. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis, le groupe socialiste va bien évidemment voter le plan stratégique d'IPAL, mais ce n'est pas nécessairement un blanc-seing pour tous les dossiers qui se retrouvent dedans. Bien sûr, et c'est valable pour tout, puisque le permitting, c'est aussi quelque chose qui est lié par la loi à un territoire donné et précis. Et donc, forcément, les autres communes qui font partie d'IPAL ne sont pas directement concernées, ce n'est pas sur leur territoire que ce projet précis serait mis en œuvre, et donc il est logique que nous ayons un vote par rapport à un ordre du jour qui puisse être tout à fait général, mais par ailleurs, en tant que commune détentrice de la possibilité d'octroyer ou non un permis, que nous ayons une attitude différente. Hein. Oui, oui. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas avoir une attitude différente. Je dis simplement que pour faire ce genre de dossier, ça prend énormément de temps. Et donc, si demain, pour demain, ou plutôt si hier, vous étiez totalement opposé à ce genre de dossier, autant le dire directement à IPAL pour ne pas perdre son temps, pour ne pas faire travailler des gens inutilement. Et il n'y a aucun problème là-dessus, je peux l'entendre. Mais c'est la raison pour laquelle IPAL était venu vous rencontrer pour essayer d'avoir une ligne directrice. Et très honnêtement, je peux comprendre que lorsque je suis présent, vous n'en discutez pas, politiquement parlant, je ne suis pas non plus né de la dernière pluie, et je suppose que vous non plus, j'en suis persuadé, mais il n'empêche quand même que le président d'IPAL n'est quand même pas de ma couleur politique, et demandait quand même une ligne directrice que nous n'avons jamais eue. Et je trouve que c'est un peu dommage, parce que lorsqu'on dépose un plan stratégique avec de tels dossiers dedans, ce serait relativement normal. Et alors, je peux vous garantir, il y a ici des représentants d'IPAL dans la famille écolo et dans la famille libérale, je n'ai pris personne de court, parce que je pense que je l'ai dit systématiquement, au moins 3 fois en formation, au moins 1 fois en bureau, et encore 1 fois en conseil d'administration, pour que les uns et les autres puissent remonter l'information, pour que je ne vous prenne pas de court. Vous étiez en train de dire vous-même que, selon vos informations,
Bon, évidemment, je ne repère plus ça dans le temps. Ça remonte quand même en juillet. Je pense, hein, c'est peut-être juin ou... Ben oui, mais enfin, je bon, sais plus. donc je ne vais pas m'engager seul en dehors du collège, évidemment. Et le collège ne va pas se positionner en dehors d'un dossier. Donc, je ne comprends pas pourquoi IPAL n'a pas souhaité rencontrer la totalité du collège. Si. Ça, c'est le point 1. Ben si. Ça, je peux vous garantir que la demande Était faite à l'égard de tout le collège. à l'égard de tout le collège. Mais Ça, enfin, je peux bon. vous garantir. Hein. Écoutez, Ça, je peux vous garantir. Ça, je n'en sais rien. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne pense pas qu'IPAL je soit reverrai reconnu ça, comme nous en étant reparlerons menteur. de toute façon. Et nous sommes venus avec l'ensemble du bureau, deux représentants du MR. Il y avait M. Vakari, il y avait M. Marlot, il y avait le président qui était M. Dumont, et il y avait moi-même. Et la famille Écolo n'est pas représentée au sein du bureau. Mais il y a une demande officielle de IPAL pour rencontrer le collège. Alors nous sommes arrivés, c'est pas à nous à dire attention, il faut rappeler un tel. mais hein. non, non, évidemment. Écoutez, j'irai voir, mais de toute façon, je passe la parole à M. Je ne mens Léchevin, jamais. en charge de ce dossier. Moi, je suis assez surpris de votre intervention parce que moi, j'ai rencontré il y a plus d'un mois le directeur d'IPAL, Nicolas Dumont. J'ai rencontré un haut responsable de la CCB. Ils ont demandé à me rencontrer. C'était la première fois qu'ils demandaient à me rencontrer. Je les ai reçus sans difficulté. Votre chef de cabinet était présent à la réunion. Et mon chef de cabinet était évidemment présent c'est quelque à la part, vous avez été précédente invité, réunion. hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Vous pensez qu'on est des petits dictateurs qui allons donner notre décision avant tout processus administratif? Quand une demande aussi importante et aussi complexe que l'installation de 8 éoliennes sur notre territoire communal, quand un tel projet nous est soumis, vous pensez que sur un coin de table, on va dire on est d'accord, on n'est pas d'accord? C'est un débat extrêmement sérieux qui implique énormément de données, de critères, d'études, qui doit être attentivement examiné. Je vous rappelle également que nous ne sommes pas l'instance qui va octroyer le permis. Nous ne sommes là que pour remettre un avis. IPAL ne veut pas faire d'enfants dans le dos à la ville de Tournai. Donc IPAL vous demande avant, est-ce que ça vous intéresse? Oui, non. Quand vous dites on n'a pas eu le temps, on ne s'est pas décidé ça sur un coin de table, je vous rappelle que la première réunion a lieu au mois de juillet et que nous sommes aujourd'hui au mois de novembre. Les emplacements de personnes handicapées vont plus rapidement. Et donc, il aurait fallu que nous puissions, comme ça, sortir de notre chapeau au mois de juillet une décision en dehors de tout processus démocratique, en dehors de tout processus administratif. Il y a des règles, et moi je respecte ces règles. Et ces règles, elles impliquent que quand un tel projet est déposé, quand une telle demande de permis est déposée, il y a des procédures d'enquête publique. Elle a eu lieu. Il y a un processus d'avis qui doit être rendu par le collège. C'est normal. Vous faites semblant de ne pas comprendre. Hein. Mais j'ai l'impression que vous ne voulez pas non plus comprendre comment ça fonctionne, alors que vous connaissez très bien les règles. Je vais être très clair. La prochaine fois que ça arrive, je ne dirai plus à IPAL de prendre contact avec le collège. Je dirai foncez, on s'en fout, on verra bien ce qu'ils pensent. Mais je les ai reçus. Je pense. Je les ai reçus. Mais oui, mais c'est pas le fait de recevoir, c'est qu'à un moment donné, il faut une réponse. Mais la réponse, je ne peux pas la donner comme dans mon coin. Enfin, on doit évidemment parce que ça, la dans le prendre temps, en on se réunissait collège. tous les jeudis. Bon, écoutez, Depuis le mois de juillet, je pense quand même qu'il y a eu des on ne va pas vous mettre Pas la même d'accord. conception de la démocratie. D'ailleurs, ce n'est pas le point qui est directement à l'ordre du Il est dans jour, le plan puisque c'est stratégique, hein. non, c'est un point dans le plan stratégique Ah oui, d'IPAL. mais- Voilà, et je comprends, et une façon de procéder. Je vais donner la parole à M. Chagia, et ensuite nous allons passer au vote. Oui, merci Madame la Bourgmestre. Eh bien, une fois de plus, la jeunesse apportera un peu de calme dans ces discussions. Et vous le savez bien, puisque on est tous les deux représentés au sein du conseil d'administration d'IPAL. Et je m'implique d'ailleurs bénévolement dans ce conseil d'administration et je n'en ai pas raté un. Donc, sur le premier point, effectivement, sur le soutien à IPAL, on rejoint tout à fait ce qui a été dit. Les personnes qui crient aujourd'hui avec les loups oublient que IPAL, en fait, c'est nous, qu'on a créé ces intercommunales pour gérer des matières qui, finalement, dépassent l'intérêt stricto sensu des communes. On peut parler de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau et de tout le travail aux maîtrises d'ouvrage. Et donc, on rejoint bien sûr Monsieur Delannoy sur le soutien à IPAL et à l'ensemble de ses travailleurs. Sur le PST et bien sûr ce gros projet éolien,
on va pas se débiner. Néanmoins, il faut reconnaître la complexité du dossier, et ça a été dit par Benjamin Brodecorn. Nous, on est aujourd'hui en contact avec des riverains pour pouvoir justement défendre leurs intérêts, les implications que ça peut avoir en termes de nuisances, mais aussi le respect de la ruralité. Néanmoins, de l'autre côté, je vais faire le lien avec finalement le débat qu'on vient d'avoir il y a pas plus tard que 5 minutes, puisque si on est bien conscient que sur notre territoire, il manque d'énergie, ces éoliennes répondent finalement à cette problématique. Et aujourd'hui, on sait que la CCB, que ce soit avec les taxes carbone et donc ces enjeux de décarbonation, a vraiment besoin de pouvoir avoir accès à une énergie. Ça représente quand même 450 emplois directs, sans compter les indirects. Et qui plus est, on peut peut-être être fier de ce qui se fait à la CCB, puisque là, pour le coup, c'est vraiment du circuit court, c'est du calcaire tournésien qu'on transforme directement sur place et qu'on revend. Et finalement, la question du ciment, écologiste, pas écologiste, on en utilise tous. Donc voilà, quelques éléments par rapport à ça. Nous, en tout cas, bien sûr, on soutiendra le PST d'IPAL et on soutiendra aujourd'hui le point qui est présenté à l'ordre du jour du Conseil communal. Bon. Alors, je passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? 2 abstentions. J'arrive ensuite au point 23, où il convient de désigner à main levée les représentants du Conseil communal que nous enverrons à l'organe d'administration du Tournai Ramdam Festival. Vous avez vu que 4 candidats portaient leur candidature au vote. Oui. Comment procède-t-on pour le vote? Parce que si j'avais demandé s'il était possible que l'opposition ait un membre. J'ai eu un retour en me disant non, on ne va pas perdre son temps, on met les deux. J'avais demandé à ce que dans ce conseil d'administration, on puisse avoir pour l'opposition un membre. Vous m'avez répondu, ou en tout cas un membre de la majorité m'a répondu que non, la majorité souhaitait avoir les 2 membres, donc on ne va pas perdre son temps, prenez les 2 membres. C'est pas comme ça que ça marche. Si, en fait, si vous m'avez écrit au chef de groupe en disant mettez-vous d'accord. Donc j'ai envoyé un mail en disant nous souhaiterions avoir un membre et on m'a dit si vous êtes d'accord il n'y a pas de vote. Et donc nous sommes d'accord que les 2 membres de la majorité seront présents. Parce qu'on peut voter, mais de toute façon c'est à ce niveau-là qu'on va arriver. C'est pas comme ça que ça marche. Le code de la démocratie locale a changé. Maintenant, soumis à un vote pas à scrutin secret, donc il va y avoir un vote. Donc le code de la démocratie locale a dit s'il y a autant de candidats que de postes à pourvoir, c'est une prise d'acte. Ici, il y a 4 candidats. Donc ça veut dire que chacun d'entre vous a une voix, et donc chacun va voter pour une personne à la fois, et c'est les 2 personnes qui auront le plus. Je veux simplement vous faire gagner du temps. Oui, il faudrait qu'il y en ait 2 qui retirent leur candidature. Nous allons retirer la candidature du Parti socialiste et je ne sais pas si le PTB fait la même chose, mais sinon on va perdre son temps. On sait très bien le résultat du vote. Je vous ai demandé s'il était possible que l'opposition... D'accord, mais pour l'instant il y a 4 candidats. Si maintenant vous retirez la candidature du Parti socialiste et que le PTB retire la candidature qu'il présente, il n'y a plus que 2 candidats évidemment. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ah, mais oui, alors, mais on regrette un peu que l'opposition ne soit pas dedans, mais on va quand même le faire pour gagner du temps. Et ce que je veux dire, c'est que les jeux ne sont pas faits. C'est-à-dire que chacun a droit à une vote, et donc c'est les 2 candidats qui auront le plus de votes qui vont être désignés. Mais oui, mais il dit. Mais chacun a droit à un vote. Alors on va voter. Ah oui, je suis obligé. On va devoir voter, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Bon, allez. On a droit qu'à un vote. On a droit qu'à un vote. Ça fera en une fois, je suppose. En une fois. C'est en une fois. Non, vache. Chaque candidat va bénéficier d'un vote et on verra les 2 candidats qui ont plus de voix. Et on peut voter qu'une fois. Donc on va voter. Chaque personne a un vote et exprimera son vote pour chaque candidat. C'est quand même pas compliqué. Bon, je commence, s'il vous plaît. 1, Coralie David, qui est pour? Oui, c'est à main levée.
Ben, c'est 22. Oh là, oh là 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 là. Oh là là, oh là là. 22. Alors, 2, Xavier Warenburg, qui est pour? Ceux qui n'ont pas voté. Voilà, il n'y a personne. On a usé de notre voix. Oui, oui, non. Ben, on n'a qu'une fois une possibilité, donc voilà, c'est comme ça. Alors 3, je continue. Vinciane Legros, qui est pour? Merci. Voilà, c'est fait. Et donc Yori Dupont, 0. Voilà, c'est fait. Très bien. Alors, on peut passer au point suivant. Oui, mais c'est ce que je vous dis, moi. C'est surréaliste. C'est surréaliste. Merci en tout cas. Voilà. Merci de nous l'avoir donné spontanément. Oui, c'est vrai. Non, on a même insisté pour vous le donner. Alors, je passe au point 24. Je passe au point 24. Donc, renouvellement de l'engagement de la commune en stratégie zéro déchet pour l'année 2026. Vous vous souviendrez qu'un engagement initial avait été approuvé par le conseil communal le 18 mai 2020. Le conseil communal doit chaque année réaffirmer cet engagement, et ce pour le 31 décembre au plus tard. Le conseil communal est donc invité à approuver la poursuite de l'engagement de la commune dans cette démarche. Je passe la parole à Madame Petit. Merci Madame la bourgmestre. Donc nous nous réjouissons bien évidemment de voir notre commune renouveler son engagement dans la stratégie zéro déchet initiée par la région Wallonne. Cet engagement se traduit concrètement par une série d'actions menées sur notre territoire, illustrant la volonté de transition vers une gestion plus responsable des ressources. Nous l'avons déjà souligné, et mon collègue Joachim Chaïdja n'a jamais manqué de le rappeler, il est important de soutenir et de développer sur Tournai des projets porteurs d'une vision économique et sociale ambitieuse. Et dans ce cadre, la maison zéro déchet, dont l'ouverture est prévue à l'horizon 2029, s'inscrit parfaitement dans cette dynamique. Elle propose sur notre territoire un modèle innovant, plus durable, local et humain. Adopté par le précédent gouvernement wallon et confirmé par le gouvernement actuel, ce projet phare bénéficie d'un soutien politique fort. Cofinancé par l'Union européenne et la Wallonie, il représente pour nous un investissement total de 12,8 millions d'euros. Ce lieu réunira diverses activités complémentaires: collecte, tri, réparation, recyclage et vente d'objets réemployés. Le choix du site n'est pas anodin. Pensée pour être accessible à pied, à vélo ou en transport public, la maison zéro déchet favorise les mobilités douces. Sa proximité avec le centre commercial des Bastions encourage une réflexion sur nos habitudes de consommation. Aussi, et pour mettre fin aux difficultés rencontrées par la ville en lien avec le projet Gaz en bois, le collège communal précédent avait accepté de céder à IPAL contre l'euro symbolique et la dépollution du site, facilitant ainsi la réalisation de la maison zéro déchet. Aujourd'hui, j'apprends que le collège actuel ne souhaite pas poursuivre dans cette dynamique. Si IPAL devait financer l'acquisition du terrain pour 600 000 €, la concrétisation du projet serait compromise. Cette décision semble contradictoire avec la volonté d'inscrire notre commune dans une stratégie zéro déchet ambitieuse. J'invite dès lors le collège à reconsidérer sa position afin de permettre à la maison zéro déchet de voir le jour et d'ancrer notre commune dans une démarche exemplaire de transition écologique et sociale. Mais je ne comprends pas d'où vient cette information, puisque ce n'est pas du tout le cas. Mais non. Non. Donc, il y a eu une première décision que vous avez reçue, et il y en a une deuxième que vous n'avez peut-être pas encore reçue. Hein? Il n'y a pas de décision officielle. Il n'y a pas de décision officielle, mais... Oui, j'ai bien compris, en effet,
que vous aviez gardé des liens étroits. Et donc, mais non, je comprends, mais il y a des discussions qui sont entamées parce qu'en réalité, ces discussions portent sur l'évaluation. Donc, il y avait un principe de vente, mais c'est l'évaluation du prix qui est discutée. C'est tout. Parce qu'il y a une dépollution, etc. Donc, mettez-vous à l'aise, il n'y a rien de mal fait. Le collège n'a pas encore décidé, il y a des discussions. Mais le collège a décidé, il y a une notification qui a été transmise à IPAL avec une décision dans le collège. Ce qui posait problème, c'était le prix. Oui, donc la demande... Donc les discussions se poursuivent. Donc la notification adressée à IPAL avec la volonté d'acquérir le terrain pour 600 000 € plus coût de dépollution ne vaut pas. Vous allez réfléchir à la possibilité d'octroyer à IPAL l'acquisition du terrain pour 1 €. On discute du prix par rapport à la dépollution, point 1 et point 2, puisque M. Delannoy est proche d'IPAL, il devrait le savoir, parce qu'on ne discute pas en l'air, évidemment, on discute avec les représentants d'IPAL. Oui, mais IPAL a reçu une notification du collège. Mais oui, d'accord, mais ça ne les a pas empêchés de dormir. Si, ça m'empêche de dormir. À vous, oui, mais pas eux. Et donc, eux, pas de problème, on est en discussion avec eux. Vous discutez systématiquement de ce qui est légal et pas légal. On l'a encore entendu tantôt dans la discussion. Mais ce n'est pas une question de légalité. Pardon. Au niveau du collège, Ce n'est pas une question de légalité, c'est une question de continuum de discussion parce qu'on n'est pas d'accord sur le prix. Alors on ne prend pas une Tant décision. que le prix n'est pas convenu entre les parties, la vente n'existe pas. Oui, ça, parce que la vente n'est parfaite que si les parties s'accordent sur l'objet et sur le prix. Code civil. Mais oui, mais vous n'écrivez pas à IPAL en disant nous ne sommes pas d'accord, vous devez acheter le terrain à 600 000 €. Or, c'est ce que vous avez fait. On leur a dit au premier chef que leur Reconnaissez simplement votre erreur, on gagnera encore 5 minutes. Leur proposition était rigolote. Reconnaissez votre erreur et on gagnera 5 minutes. Ce n'est pas une question d'erreur. Mais si vous avez pris une décision avec laquelle vous n'êtes plus d'accord. Vous ne voulez pas comprendre, ce n'est pas une erreur. Non, 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 non. Il y a eu une fois une décision de collège. Ah oui. Oui, bien évidemment. Oui, le refus parce qu'on n'était pas d'accord sur le prix, c'est tout. Donc il y aura une nouvelle décision collège. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est votre problème. C'est pas que vous n'êtes pas Moi, d'accord. je vous dis, c'est que vous avez dit 600 000 €. Je vous dis que les évaluations, je les ai trouvées rigolotes et je les dis exactement dans ce mot-là. Alors je vous demande si c'est possible d'avoir la délibération du collège qui dit que... Quand elle sera... Non, celle que vous avez déjà envoyée. Vous avez écrit à IPAL en vous basant sur ce que vous avez décidé au collège. Et vous avez écrit à IPAL que le terrain, OK... Ça ne les a pas empêchés de dormir. Mais il y aura une nouvelle notification. Je me fiche de savoir s'ils dorment ou s'ils ne dorment pas bien. Nous, on veut faire en sorte que cette maison de déchets, zéro déchet, fonctionne. Donc arrêtez c'est vraiment de vous un focaliser superbe sur une dossier décision de d'enterrer collège gaz en bois, etc. qui est dépassé par la réalité, c'est tout. Mais reconnaissez simplement votre Mais je n'ai rien à reconnaître du tout. Vous ne voulez pas, vous, admettre qu'il y a des choses qui se poursuivent. Donc, je vous demande officiellement quand même la décision qui a été prise premièrement par le collège. Non, vous allez me l'envoyer. Hein. On va vous l'envoyer si vous voulez. Ben non, il y a une nouvelle décision. Oui, Caroline va intervenir. Et que la nouvelle décision va donner lieu à une nouvelle notification. D'accord. Donc, un instant, Madame Mitry intervient. Parce qu'il y a des petites choses qui ont été dites qui ne sont pas correctes dans ce que tu dis. En fait, le collège n'a jamais pris de décision officielle lors de la mandature précédente sur le prix. Il y avait des discussions déjà qui étaient entamées. Et donc, effectivement, la demande était « donnez-nous le terrain pour l'euro symbolique puisqu'il est pollué ». En contrepartie, on le dépolluera et on l'utilisera. Et sur le projet de maison zéro déchet, je pense que tout le monde est unanime. Et tant mieux, je m'en réjouis. C'est un dossier très important, à la fois pour IPAL, mais pour l'ensemble du territoire, et c'est un projet exemplatif, et le FEDER l'a reconnu, puisqu'il y a un financement qui est lié. Donc là-dessus, on est tous d'accord. Mais donc, il n'y a jamais eu de décision officielle, c'était des discussions qu'on avait. Entre-temps, il y a eu des estimations et vous avez copié des décisions collège. Donc je pense que vous avez tout à fait vu ça. En l'occurrence, je ne trouve pas ça très malin d'aborder ce genre de questions quand on est dans des phases de discussion, je me permets de le dire. Mais
donc, il y a une première Je ne vois pas très malin, estimation. ça se fait depuis longtemps. Il y a une première estimation à 600 000 euros, il y en a une autre à 1,5 million. Et donc, effectivement, ben, ça mène à des discussions, ce qui est tout à fait normal. Et on a une réunion qui est prévue mercredi. Donc, vous voyez tout à fait qu'on est en discussion. Voilà. Mais donc, il n'y a rien d'arrêté à ce stade. J'entends bien. Alors, merci. Je suis vraiment ravie et contente de l'apprendre que les discussions se poursuivent. Je ne vais pas répéter ce que vous avez dit. C'est effectivement un projet important, phare, reconnu par le gouvernement wallon sur notre territoire. Et donc, il serait vraiment ballot de rater l'occasion de le soutenir. Mais ce que je ne comprends pas, là pour le coup, moi je suis peut-être bête ou novice, mais comment on notifie vers un opérateur si effectivement il n'y a pas de décision? Si c'est la décision du 30 octobre 2025, hein, regardez de quelle décision. Voilà, vous l'avez lu. Bon. Décide de marquer son accord sous réserve de la décision du Conseil communal sur la mise à disposition anticipée au profit d'intercommunal de propreté publique, portant sur l'entièreté du bâtiment et du terrain précité. Point 2. De ne pas marquer son accord sur la proposition émanant de l'intercommunal précité de déduire l'ensemble des coûts de démantèlement et de dépollution du site du prix d'acquisition fixé par le comité d'acquisition, étant donné que ces coûts seraient proches de la valeur de l'estimation du comité d'acquisition et donc il ne s'agirait pas d'une bonne opération financière pour la ville. Décide de marquer son accord de principe sous réserve de la décision du Conseil communal sur la vente au profit de la dite intercommunale de propreté publique, de l'entièreté du bâtiment et du terrain, en ce compris le mobilier encore présent, moyennant le montant de 600 000 euros, pardon, excusez-moi, pas 600 000 francs. hors frais tels que fixés par le comité d'acquisition. C'est ce que je vous dis. Et donc c'est bien ça que je vous dis. Donc on a une réunion mercredi. Là, c'est très bien. La Voilà, seule chose, c'est on en discutera à ce moment-là. la seule chose qu'on veut faire passer, c'est que bien évidemment, on soutient à 300% ce dossier et ne le ratez pas uniquement pour une question de montant, etc. Ah, c'est déjà différent de ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais pas du tout. Ça évolue. Non. C'est-à-dire Bah oui. Ne le ratez pas parce que vous discutez sur le prix. C'est ça que vous êtes en train de dire. On ne peut pas mettre en péril. Donc, vous êtes si bien demain, conscient, IPAL on est d'accord. referme la porte, mais qu'on vous allez vous discute sur le retrouver prix. avec une maison zéro déchet que vous ne pourrez pas faire, avec un endroit, Mais non, enfin. un endroit Ouais. qui est pollué. Et donc, soyez, me semble-t-il, ouverts à la discussion parce que vous l'étiez fermé il y a 15 jours. Pas du tout. Nous discutons du prix. La vente est parfaite quand les parties vous sont avez d'accord sur envoyé l'objet 600 000 euros. et sur le prix. Et donc, 600 000 euros, je vous dis tout de suite qu'IPAL ne le prendra pas. On verra. Donc vous avez, à mon avis, tournicoté dans vos phrases et ce que vous avez compris de cette décision. Je passe la parole à Madame Van den Bogart. Merci. Donc dans cet engagement zéro déchet, il y a le point établir un plan d'action structuré assorti d'indicateurs et évaluer les effets des actions sur la production et la collecte des déchets. Dans les annexes de ce point, on n'a pas de rapport par rapport à ces plans d'action, ces indicateurs, l'évaluation des effets, etc. Donc, est-ce que ce rapport existe? Est-ce qu'on peut avoir accès à ce rapport? Ah oui, pardon. Oui. Donc les indicateurs, c'est les rapports qu'on a d'IPAL qui comptabilisent les kilos d'ordures ménagères brutes par habitant. Donc on est passé de 153 kilos en 2020 à 132 en 2024. Ça, c'est pour la partie IPAL. Ce qu'on fait aussi au niveau des indicateurs, c'est donc il y a la partie externe envers les citoyens et il y a le volet interne. Le volet interne, c'est que au niveau de la ville, on comptabilise tous les flux internes de chez nous, que ce soit le papier, que ce soit les documents et les PMC, mais aussi, par exemple, et c'est quelque chose avec le nouveau responsable de la maintenance qu'on travaille beaucoup actuellement, c'est sur les flux au niveau de la maintenance. Donc, par exemple, le fer, les déchets de matériaux de construction et autres. Tout ce qu'on retrouve aussi sur la route et qu'on ramène au dépôt du pont de mer, tout ceci, on doit l'évacuer. Et donc tout ça, avec nos prestataires, on essaie de lister.
Un des premiers, quand j'ai été désigné échevin, une des premières entreprises que j'ai visitées, c'était l'entreprise Gallo, par exemple, ici à Tournai, qui fait qui travaille dans tout ce qui est les métaux. Voilà, j'ai un peu regardé comment on pouvait améliorer la gestion de ce flux, par exemple, pour tout ce qui est métaux, en direct. Quand on a des entreprises comme ça qui sont à proximité, je trouve que c'est bien d'essayer de travailler avec eux. Concernant l'action citoyenne, donc il y a toujours eu, et on veut continuer cela, des actions de sensibilisation et d'information concrète à destination des citoyens, tels que les ateliers, les conférences et autres. Une chose sur laquelle on veut continuer à travailler en lien avec la propreté publique, c'est par exemple la problématique de tout ce qui est les mégots en centre-ville. Pareil, on est en train de rencontrer des sociétés qui travaillent sur le traitement de ces mégots. Parce que pour l'instant, il faut bien savoir que lorsqu'on ramasse, et j'ai rencontré aussi les acteurs de l'ORECA, ils ramassent les mégots, mais souvent, les 3/4 du temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils les mettent dans les ordures ménagères ou autres, ou même dans les PMC, j'ai vu. Et donc, ces mégots, il faut les traiter. Pour l'instant, on envisage certaines pistes. On parlait de l'ORECA, idem pour tout ce qui est gaspillage alimentaire et déchets liés à la restauration. On cible souvent la restauration rapide, mais il y a aussi le secteur ORECA traditionnel. Et ça, on travaille avec IPAL concernant le WAPIPAC, concernant le baroudeur. Voilà, ça, on travaille en collaboration avec eux. Mais une chose vraiment sur lesquelles, et je veux remercier le service environnement, surtout Émilie qui s'occupe de ça, c'est la gestion des flux en interne. Je pense que la ville, on parlait du co-vérité tout à l'heure, c'est bien de dire aux citoyens, et on les sensibilise à ça, de faire des efforts pour réduire ces déchets, mais la ville doit aussi montrer qu'elle agit à ce niveau-là. Elle le fait depuis quelques temps et quelques années. On veut continuer ce travail. C'est possible d'avoir un tableau pour se rendre un peu compte de l'évolution de tout ça? Je peux vous donner quelques chiffres concernant les gestions internes. Juste d'avoir une idée de ce que ça représente, ces flux, l'évolution de ces flux. Par exemple, il faut savoir que avec par exemple, tout ce qui est déchets, les terres, les bouts de curage, par exemple, tout ça doit être comptabilisé. Parce que nous, on doit rendre un rapport chaque année à la région wallonne concernant les déchets de chantier, les gravats et autres. Et donc, tout ça, on peut vous fournir. Super, merci. Alors, je passe au vote. Qui est pour? Tout le monde est pour. Point 25, Maison de la Culture, processus de remise de dossier de reconnaissance, demande d'accord de principe sur le cofinancement pour la période 2027-2031. Donc le principe de cofinancement 1 € de la Fédération Wallonie-Bruxelles égale 1 € de la ville a été acquis au terme d'une décision du collège communal du 10 juin 2021 et le 28 août 2025, un avenant au contrat a été conclu afin de prolonger la durée du contrat programme jusqu'au 31 décembre 2026. La directrice de la Maison de la Culture a invité le collège par courrier du 28 octobre 2025 à prendre connaissance des documents relatifs à la demande de reconduction de la reconnaissance dans les termes de la législation des centres culturels, en vue de déposer le dossier au ministère de la Communauté française pour l'échéance au plus tard du 15 décembre 2025, raison pour laquelle le dossier vient ici devant vous. Le dossier de demande de la reconduction de la reconnaissance a été approuvé par l'organe d'administration de la Maison de la Culture le 21 octobre 2025. Considérant que cette reconnaissance est conditionnée par le principe de cofinancement qui implique la contribution financière de la ville et d'autres collectivités publiques associées équivalent à celle de la Fédération Wallonie-Bruxelles et s'appliquant aux subventions pour l'action culturelle générale, action culturelle intensifiée et les actions spécialisées de diffusion en art de la scène. Il est donc demandé à la ville de s'engager sur le cofinancement pour la période 2027-2031 et le financement projeté pour 2026 est d'1 214 678 €. Vous avez vu le détail dans le dossier. L'accord du ministère donnera lieu à un nouveau contrat programme et sera à formaliser par une convention en 2026.
Il y a également une convention de répartition des coûts entre la Maison de la Culture et la bibliothèque, suite à la rénovation du bâtiment commun. Le collège communal a validé le processus de remise du dossier et s'est engagé sur le cofinancement suivant le principe qui a été évoqué plus haut le 6 novembre dernier. Il appartient donc maintenant à votre conseil communal de valider ce processus de demande de reconduction de reconnaissance comprenant l'engagement du cofinancement suivant le principe de parité dont j'ai parlé. Qui souhaite intervenir ? Oui, merci Madame la Bourgmestre. Nous, effectivement, on va intervenir sur ce point parce que on ne peut pas accorder cette reconnaissance sans saluer, je veux dire, le travail des équipes de la Maison de la Culture. En fait, la Maison de la Culture, on a vraiment de la chance de l'avoir sur notre territoire. C'est en fait une triple reconnaissance. Un centre d'expression et de créativité, un centre scénique, un centre culturel. Un centre d'expression et de créativité avec des stages pour les enfants, pour toute la population. Un centre scénique qui va vraiment réfléchir, je vais dire, à la création de spectacles théâtraux et donc à la production de ces spectacles. Vous savez l'amoureux de la musique que je suis et j'aimerais bien demain effectivement qu'on aille encore plus loin sur ce centre scénique avec pourquoi pas de la création musicale et un centre culturel bien sûr, donc la troisième reconnaissance avec la diffusion des arts, de la scène, du cinéma, tout le lien culture-école, le travail sur le patrimoine et les arts plastiques. Et si je devais épingler juste deux initiatives de la Maison de la Culture récemment qui pour moi changent vraiment les choses et apportent un véritable plus à notre commune, c'est toute la dynamique autour de la place au village, avec récemment, je regarde Gwen, tout le projet de bascule, la bascule qui a été créée à Éplechin, qui est vraiment un projet magnifique et qui vient apporter justement de la culture dans les villages. Et puis bien sûr, l'inauguration bientôt, le jour de l'amour, le 14 février, d'un studio d'enregistrement flambant neuf qui, je suis sûr, réjouira l'ensemble des musiciens. Le lien entre ces trois reconnaissances, finalement, si on les voit de manière unitaire et pas que comme des secteurs, il est important parce que des CEC, là lorsqu'on fait des stages pour enfants, en passant justement par le centre scénique et en arrivant finalement à la fin au centre culturel, il y a tout un parcours qu'on peut imaginer pour les artistes de demain. Tournai a toujours été une ville d'art et de culture. Si on prend les artistes qui ont fait notre réputation, on peut citer Jean Noté, Hippolyte Boulanger. Si on prend ceux qui sont plus contemporains, on peut parler de Denis Meyer, de Priscilla Beccari, de Youssef Swat, de Jeff Danès, et j'en passe. C'est quelques noms qui font notre fierté, notre renommée. Et donc vraiment bravo à l'ensemble des équipes de la Maison de la Culture. Longue vie à la culture pour tous et la culture par tous. Merci Monsieur Chagia. Je passe au vote qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Point 26, modèle de convention entre la bibliothèque encyclopédique de Tournai et les bibliothèques locales de son territoire. Il s'agit également d'un dossier de renouvellement de la reconnaissance du réseau des bibliothèques de la ville de Tournai, qui inclut son plan quinquennal de développement de la lecture de 2027 à 2031, qui doit être remis, lui, à la Fédération Wallonie-Bruxelles en janvier 2026. Pour le maintien donc de la bibliothèque de Tournai en tant que bibliothèque encyclopédique, il convient d'établir une convention avec les bibliothèques locales qui marque le soutien de la bibliothèque, que la bibliothèque de Tournai apporte à ces bibliothèques sur son territoire, qui est un territoire très vaste, Antoine, Brunehaut, Celles, Lezan-Hainaut, Mont-de-l'Enclus, Pec, Perouet et Rhume. Vous avez vu les termes de cette convention qui est pour. Unanimité, je vous remercie. J'en arrive maintenant aux questions complémentaires à l'ordre du jour. Monsieur Philippe Bague, question relative à l'avenir du château de Templeuve. C'est Madame Léjevine Mitry qui vous répondra. Je vous donne la parole. Merci. Madame la bourgmestre, les Tournaisiens ont énormément de respect pour leur patrimoine. À Templeuve, nous sommes nombreux à défendre également le château, notre château. Celui-ci a certes une valeur patrimoniale, mais cela va au-delà des pierres. Il est tout simplement ancré dans le cœur des villageois et cette valeur-là est inestimable. Face au coût de la rénovation, l'ancienne majorité avait acquis la partie appartenant à la fédération afin de faciliter la vente. En effet, avec plusieurs propriétaires pour le même bien, la vente s'avérait délicate pour ne pas dire impossible. Les démarches administratives faisaient fuir tous les investisseurs. Seul propriétaire, vous avez lors d'un conseil communal précédent diminué le prix de la vente.
La famille socialiste vous avait suivi et vous nous aviez promis, lors de ce conseil communal, d'associer le collectif autour du château quant à l'évolution de ce dossier. Plusieurs mois sont passés et nous n'avons plus vraiment de nouvelles sur l'état des négociations éventuelles de la vente et surtout sur son devenir. Aussi, Madame la bourgmestre, pourrez-vous nous faire le point sur ce dossier? Des investisseurs sont-ils intéressés à l'achat? Si oui, pouvez-vous nous donner quelques indications sur l'avenir du château? Qu'envisage-t-on pour continuer à le faire vivre? Merci. Je vous remercie. Je passe la parole à Madame Lechvin-Mitry. Cher Philippe, merci pour ta question concernant l'avenir du château de Templeuve. Un patrimoine emblématique de Templeuve dont l'avenir nous préoccupe et qui fait l'objet de notre meilleure attention. Le conseil communal a décidé, tu l'as dit, lors de la précédente mandature, de vendre ce bien afin qu'il puisse être préservé et trouver une nouvelle affectation. Il y a quelques mois, un candidat acquéreur avait fait une offre qui a nécessité, comme tu l'as rappelé, de revoir à la baisse nos ambitions financières. Bien que le conseil communal se soit accordé sur un nouveau prix de vente, l'opération n'a finalement pas pu aboutir avec ce porteur de projet. Dernièrement, 2 investisseurs ont manifesté leur intérêt pour le château de Templeuve. Leurs dossiers sont à l'étude, mais à ce stade, il est trop tôt pour se prononcer. Alors, au-delà du prix proposé, nous sommes très attentifs à la qualité du projet qui est proposé et à sa faisabilité tant technique qu'économique. Il ne s'agit pas simplement de vendre le château, il s'agit de garantir sa conservation et la préservation de ce patrimoine auquel les Templevois sont attachés. Dès que nous aurons des informations complémentaires et plus précises, nous reviendrons vers vous et les amis du château, mais à ce stade, il n'y a pas encore d'offre suffisamment élaborée. Et en parallèle, la commercialisation se poursuit à travers les canaux habituels. Oui, la seule chose que le collectif a peur, c'est que si chaque année on nous dit que il y a des investisseurs qui viennent, mais que on n'a pas de réponse, quoi. On a peur avec l'évolution des dégâts et on a vraiment peur que le château il finisse par tomber seul, quoi. Je suis d'accord. Et donc on réfléchit à d'autres recherches d'investisseurs. Après, il y a toujours ces 2 projets qui sont à l'étude, donc je veux dire, je ne les enterre pas, mais en tout cas, à une possibilité de chercher des investisseurs qui sont peut-être aussi intéressés par ce type de bien un peu plus spécifique. Très bien. De toute façon, nous reviendrons vers vous et nous essayons d'être très actifs parce que nous connaissons l'état de ce bien qui se dégrade à certains endroits et nous ne voulons évidemment pas recommencer dans certaines expériences malheureuses du passé. Donc ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de solution avec Vincent Lucas? Voilà. Pas de tracas. Ah, pas de tracas, pas de tracas. Merci, Monsieur Bag. Merci. Je passe à la question suivante de Madame la conseillère communale Blandine Motte, relative aux conséquences locales de la suppression de la gratuité dans l'enseignement artistique. La réponse vous sera donnée par Madame Lechvin de l'enseignement. D'accord. Je vous remercie. J'aimerais discuter d'une problématique importante en ce qui concerne la décision de la Fédération Wallonie-Bruxelles de mettre fin à la gratuité pour les enfants de moins de 12 ans dans l'enseignement artistique. Pour rappel, le Conservatoire de Tournai accueille près de 1500 élèves, dont près de 800 âgés de moins de 12 ans. Et l'École des Arts, quant à elle, compte environ 150 jeunes. Ces institutions sont des lieux d'apprentissage, mais aussi des espaces d'expression, de confiance et de construction personnelle. Or, la décision récente de la Fédération Wallonie-Bruxelles de supprimer la gratuité pour les enfants de moins de 12 ans aura des conséquences directes à Tournai. Ces jeunes devront désormais payer un minerval de 94 €. Cette mesure risque de freiner l'accès à la culture pour certaines familles, déjà fragilisées par le coût des activités extrascolaires. Elle pourrait aussi avoir un impact sur la fréquentation du conservatoire et l'école des arts, et donc, je le redoute, aussi un impact sur l'emploi et la vitalité de la culture locale. Comme les directeurs du Conservatoire de Tournai le rappelaient récemment dans une interview sur nos télés, c'est grâce à la gratuité dont il avait bénéficié enfant qu'il a pu suivre sa voie. Je me permets de le citer, « Je ne serais pas devenue ce que je suis devenue ». Cette phrase, je trouve qu'elle résume à elle seule l'enjeu de cette question. La gratuité n'est pas un simple avantage financier, c'est une chance offerte à chaque enfant, quelle que soit la situation de sa famille. C'est aussi très concrètement la possibilité pour un enfant de révéler un talent, de nourrir une passion et parfois même de se construire un avenir par la culture, la musique ou les arts. La supprimer, c'est risquer de fermer cette porte à de nombreux enfants pour qui ces cours représentent bien plus qu'une activité. C'est une opportunité de s'épanouir et de croire en leur avenir.
Dès lors, je me permets de vous poser la question. Face à cette décision régionale, quelles actions la ville de Tournai envisage-t-elle au niveau communal pour atténuer les effets? Pensez-vous à des aides locales, à un soutien aux familles ou à un renforcement des dispositifs existants pour maintenir un véritable accès à la culture pour tous les jeunes tournaisiens et tournaisiennes? Car, même si je l'entends, la décision vient d'en haut, ses conséquences, elles, se feront ressentir ici sur Tournai. Et il me semble essentiel que notre commune puisse y répondre pour que la culture reste un droit et non un privilège. Je vous remercie. Madame la conseillère communale, je vous remercie pour votre interpellation relative aux nouvelles mesures prises par la Fédération Wallonie-Bruxelles concernant justement les droits d'inscription dans les académies qui touchent notamment, vous l'avez dit, les jeunes enfants désireux de suivre une formation, notamment au Conservatoire de musique de Tournai ou à l'École des arts de Tournai. Alors, comme vous le savez, vous l'avez d'ailleurs évoqué, environ 800 enfants pourraient être concernés au niveau du Conservatoire de musique de Tournai et près de 150 pour l'École des arts. Alors, les deux directions, en fait, m'ont directement exprimé leur profonde inquiétude face au risque de désaffection, aux conséquences aussi possibles sur l'emploi de leurs enseignants et à la fragilisation aussi des sections plutôt décentralisées, notamment dans plusieurs villages aux alentours de Tournai. Alors ces directions m'ont d'ailleurs adressé une lettre détaillant ces préoccupations, lettre que, évidemment, j'ai transmise au cabinet de la ministre Glatini afin de faire remonter le plus fidèlement possible les réalités du terrain. Alors, dans la continuité de cette démarche, j'ai aussi personnellement adressé plusieurs courriers à plusieurs politiques et à plusieurs membres, justement, du cabinet de la ministre Glatini, afin d'obtenir des éclaircissements sur les modalités pratiques de la mesure, sur l'existence aussi d'éventuelles dispositions transitoires ou d'aide aussi pour les familles les plus en difficulté. Alors, à ce stade, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a des exemptions de prévues pour les enfants dans certaines catégories. Donc, ce sont les enfants des personnes qui chôment à temps complet et indemnisés. Ce sont aussi les enfants à charge de personnes en situation de handicap, les bénéficiaires du RIS, donc du revenu d'intégration sociale, mais aussi les enfants issus de familles plus nombreuses et donc à partir du troisième enfant donc inscrit, là la gratuité sera maintenue, en tout cas des exemptions seront proposées, et aussi les bénéficiaires de l'intervention majorée, donc comprenez les BIM. Alors en parallèle à ces démarches, afin d'objectiver au mieux cette situation, j'ai aussi demandé aux directions du Conservatoire de musique et à la direction de l'École des arts de me communiquer en fait des chiffres détaillés concernant les inscriptions et plus particulièrement évidemment les inscriptions relatives aux enfants. Alors ce suivi nous permettra dans les prochaines années de monitorer aussi l'évolution des inscriptions et d'identifier aussi de manière assez précise les éventuelles déperditions d'élèves liées justement à cette augmentation des frais. Alors un tel monitoring me paraît indispensable en fait pour aussi disposer de certaines données solides et de pouvoir, le cas échéant, alors défendre encore plus fermement la nécessité d'un meilleur soutien au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors vous interrogez, et monsieur en fait Delannoy l'a fait à travers une question écrite à laquelle voilà, il aura réponse dans les temps, je tiens à le rassurer. Ah mais ce sera le cas parce que j'ai encore jusqu'à demain. Et donc c'est pas financé. Hein, là. Oh, je vous parle de moi en tout tous cas. vos mails, le moindre petit mail, même 3 mots, là, paf, vous allez direction collège, hop, question écrite en avant. Oh, excusez-moi de m'immiscer alors dans votre... Alors, vous me ferez plaisir d'indiquer au-dessus du courrier, ce n'est qu'entre nous. Voilà. Bon.
Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Monsieur le directeur général établit le statut de vos questions. Donc, si vous voulez que ce soit rien qu'à moi, toute seule, il faut le dire. Comment? Non, ça c'est vrai. Oui, Pardon, en tout on cas, l'a interrompu. oui, je vais finir quand même mon intervention. Je ne voudrais pas m'immiscer dans vos conversations, mais quand même, j'aimerais répondre justement à la demande qui m'était faite. Donc, plus sérieusement, donc vous interrogez en fin de compte le collège sur la possibilité d'inscrire aussi une ligne budgétaire communale permettant de compenser partiellement ou totalement ce droit d'inscription. À cet égard, je pense qu'il est important de rappeler que justement la ville traverse une situation budgétaire extrêmement contrainte. Et donc la maîtrise de dépenses, de fonctionnement, l'augmentation de charges obligatoires et la nécessité aussi de préserver certains services ne nous permettent pas, à ce stade, en tout cas, d'ouvrir une nouvelle ligne budgétaire susceptible de couvrir une décision relevant exclusivement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, le coût potentiel pour la ville serait très élevé et ne pourrait pas être assumé sans mettre en péril d'autres missions. Bon, mis à part cela, je tiens vraiment à souligner que la ville de Tournai reste très attachée évidemment à l'accès de tous les enfants à la culture, car la culture représente un bien essentiel pour notre jeunesse et un enjeu plus que fondamental pour l'avenir de notre territoire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Madame Lachevine, toutes mes excuses de vous avoir interrompu. Je donne la parole à Madame... Ah, c'est l'inverse. Je vous remercie, notamment pour vos démarches auprès des différents cabinets. Effectivement, j'ai lu aussi qu'il y avait pas mal d'exemptions, mais moi je voudrais insister, c'est le travailleur, c'est la classe moyenne qui va encore assumer cette charge, et avec les différents coûts de la société, avec tout ce qui augmente, parfois, un couple qui travaille avec 2 enfants, un papa solo, une maman solo qui doit assumer les charges, ça peut parfois devenir difficile, surtout qu'il n'y a pas que la musique. Le fait de pouvoir aller gratuitement au conservatoire ou à l'école des arts, ça permettait de mettre un autre budget, par exemple, dans le sport. Et je pense que les deux peuvent avoir un lien. Donc c'est vraiment ça qui me touche particulièrement, c'est que, encore une fois, c'est la classe moyenne qui va payer, et ça, je trouve ça réellement dommage. Mais je suis totalement pour le fait des exemptions et je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Merci pour vos recherches. Je sais que c'est très important d'avoir un monitoring, mais je pense aussi qu'il faut anticiper parce que ce sont des enfants qui vont être empêchés parfois de suivre ces cours. Donc un monitoring, je suis totalement d'accord, mais je pense qu'on peut peut-être essayer de faire du relais et anticiper les choses, ce serait pas mal. Concernant le budget, je ne suis pas utopique, je comprends totalement qu'il n'y ait pas de ligne budgétaire pour ça, mais voilà, l'importance de mon message, il y a quand même 2 formations politiques sur les 3 qui ont des relais au fédéral et à la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc c'est vraiment ça qui me touche également, c'est vraiment essayer d'être sur relais parce que je pense que les enfants n'ont pas à payer des choix politiques des adultes. Et c'est ce qui va un peu se passer parce qu'il n'y a rien à faire. Il y a certaines familles qui n'auront pas le choix d'arrêter totalement les activités et c'est totalement injuste si on a 2 enfants de se dire toi tu dessines mieux, tu iras à l'école des arts mais pas toi parce qu'on n'a pas les moyens. Et je trouve que cette injustice, c'est pas aux enfants à la payer. Merci. Alors, nous avons terminé notre séance publique. Je remercie sincèrement et chaleureusement les courageux qui nous ont suivis dans cette séance, peut-être un peu moins longue que d'autres, mais tout aussi dense. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Nous allons maintenant vous libérer pour pouvoir passer à la séance secrète.